Voilà, je suis Florence Ruggiero, je travaille depuis presque 25 ans sur la matrice extracellulaire et plus particulièrement sur les collagènes. Donc vous comprendrez que pour moi, les collagénopathies, c'est quelque chose qui m'intéresse plus particulièrement. Et je suis actuellement dans un institut où je suis la seule à faire de la matrice extracellulaire, mais on travaille beaucoup sur différents modèles. Et j'espère avoir le temps de vous montrer un des modèles que j'ai développé plus récemment et qui me paraît tout à fait pertinent pour justement analyser, comprendre les mécanismes, décoder, comme je l'ai dit, les collagénopathies. Tout d'abord, sur la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que dès le départ, dès les premières étapes d'embryogénèse, les cellules, la plupart du temps mésenchymateuses, mais aussi d'autres cellules, sont capables de produire leur matrice extracellulaire. Et ces protéines que souvent on réduit aux protéines dites structurales, c'est-à-dire les collagènes, les glycoprotéines, les protéoglicanes et les protéines élastiques, sont aussi noyées dans un autre type de protéines qui ont été décrits par Alexandra Naba. Je vais essayer de trouver le boîtier. Alexandra. Hop. Bon, alors, hop. Bon, je vais le faire avec ça. Hop. D'accord. Je vais me débrouiller. Juste regarder. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai fait. Ou alors il n'est pas allumé. Il est peut-être simplement pas allumé. Oui, c'était il n'est pas allumé. Bon, donc ces protéines que l'on connaît. Bah alors, bon, je vais me débrouiller autrement. Ces protéines qui sont là sur la droite et qui font partie donc des protéines structurales que l'on connaît bien et qui vont faire cette matrice extracellulaire, elles sont aussi en interaction avec des régulateurs qui sont par exemple les enzymes de maturation, d'autres enzymes de dégradation, avec aussi des facteurs de croissance qui sont des protéines sécrétées comme le TGF-bêta, etc. Et on sait que la matrice peut séquestrer ces molécules. Donc lorsqu'on veut avoir une idée de ce qui se passe dans cette matrice extracellulaire, il est important de considérer l'ensemble de ce matrisome, c'est-à-dire l'ensemble des protéines qui sont sécrétées et qui vont potentiellement pouvoir interagir avec la matrice extracellulaire. Lorsque la cellule produit toutes ces protéines, la plupart du temps, on retrouve à peu près toujours les mêmes protéines, les mêmes types de protéines dans un tissu, et pourtant, le tissu, à la fin, montre des échafaudages qui sont tissus spécifiques, qui vont influencer la signalisation, les interactions protéine-protéine, mais aussi la biomécanique des tissus. On sait que la matrice est très importante. Et ceci se fait via des récepteurs que vous avez ici, peut-être les plus connus sont les intégrines, mais il y a d'autres récepteurs, dont les DDR, qui sont des récepteurs spécifiques au collagène, les syndécans, etc. Donc, via ces interactions multiples et ce dialogue continu entre la cellule et les protéines de la matrice, on va obtenir un tissu un tissu particulier. C'est ce que j'ai essayé de vous illustrer ici, où vous voyez quelques exemples, comme le derme, le tendon, la cornée. Je ne sais pas si vous pouvez voir, et c'est pour ça que j'ai dessiné un petit peu, essayé d'illustrer comment est organisée cette matrice. Ici, on voit surtout les collagènes, c'est ce qu'on voit en microscopie électronique, les autres protéines, on ne les voit pas, si on ne les marque pas. Donc vous voyez que par exemple dans le derme, on va avoir des fibres de collagène qui vont être orientées un petit peu dans tous les sens, surtout dans le derme papillaire, qui est la partie superficielle du derme, et donc ce derme va être très déformable. Le diamètre des fibres est très différent, très variable. Si on va dans le tendon, dans ce cas-là, on a un véritable câble qui s'est formé où toutes les fibres de collagène sont parallèles les unes aux autres et de façon très stricte. Et on voit ici donc une section transversale, donc évidemment on voit des fibres de collagène, on voit des masses circulaires. Donc, aucune fibre va être dans l'autre sens. Si on prend la cornée, là, dans ce cas-là, cette organisation qu'on appelle en contreplaqué va contribuer à la transparence de ce tissu, donc absolument important. Et il y a aussi un taux de collagène absolument important. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout ce qui est dans la partie basse de la diapositive, c'est des fibres de collagène. Et vous voyez un fibroblast qui est complètement comprimé entre cette masse très très importante. Et bien sûr, ceci contribue à la dureté de la cornée. C'est une protection. Il faut que le stroma cornéen soit suffisamment rigide pour pouvoir, disons, éviter les blessures. Et ce qui est particulièrement étonnant et qui m'a intéressée, c'est que pour obtenir ces différents échafaudages, avec pratiquement à peu près les mêmes types de protéines,
pas bien sûr les mêmes... si on regarde en finesse, on n'aura peut-être pas exactement la même chose, mais c'est fait par un seul type cellulaire, le fibroblaste. Ça veut dire que le fibroblaste, s'il est dans un contexte de peau, contexte tendon, contexte cornée, il est capable de moduler complètement la matrice extracellulaire et la faire comme il faut la faire pour que le tissu soit fonctionnel. Mais évidemment, s'il n'y a pas que les fibroblastes qui font des collagènes et de la matrice extracellulaire, bien que ce soit quand même les grandes usines à matrice extracellulaire, si on regarde les ostéoblastes, eux aussi vont faire une matrice qui est très caractéristique de l'os, avec en particulier une minéralisation. Si maintenant on regarde le cartilage, encore un autre tissu conjonctif où la matrice est très très importante, on a des cellules qui sont d'origine mésenchymateuse, mais qui sont des chondrocytes, qui sont différenciés, qui vont exprimer par là des protéines, des collagènes très particuliers. Et là encore, on a un échafaudage de fibres très très fines, qui est très riche en protéoglycanes, ce qui va permettre de capturer l'eau et permettre au cartilage d'absorber les chocs. Donc vous voyez que selon la composition, on va avoir une fonction différente, mais il n'y a pas que la partie mécanique, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les interactions soient correctes, il faut aussi que les messages passent entre la cellule pour qu'elle se différencie en chondrocyte par exemple, et que la cellule reçoive le bon message pour faire la bonne matrice. Donc, brièvement, je vais vous présenter cette super famille des collagènes. Lorsqu'on travaille sur la matrice, malheureusement, on n'échappe pas à une partie biochimie qui est très importante et qui sert, même moi maintenant qui fais plutôt de la biologie du développement, d'avoir une bonne base de biochimie, ça m'aide beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les collagènes? Déjà qu'il y a 44 gènes chez l'humain, 28 types de collagène. Alors, vous allez me dire 44 gènes, 28 types, ça fonctionne pas. Eh bien, si, ça fonctionne parce que la molécule de collagène, elle est trimérique. Elle correspond à 3 assemblages de ce qu'on appelle une hélice et qui va permettre de... Ah, très bien, super. Merci beaucoup. Donc, cette triple hélice est composée de 3 chaînes polypeptidiques et si je la regarde par le haut, eh bien, ce que je vais voir, c'est ça, c'est-à-dire 3 chaînes qui se mettent ensemble. Et pourquoi ça marche? Eh bien, parce que de façon très stricte, le collagène a dans sa structure primaire une glycine en 3e position. C'est-à-dire pour avoir une triple hélice, on a glycine XY pouvant être n'importe quel autre acide aminé. Donc si vous la regardez de haut, le seul acide aminé qui va rentrer au cœur et qui pourra rentrer au cœur de la triple hélice, c'est la glycine. C'est le plus petit acide aminé. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette triple hélice, c'est ce qui fait la caractéristique. S'il y a une triple hélice formée d'une répétition de triple gly XY, ce sera appelé un collagène. Mais il y a aussi des domaines qui sont non collagéniques et qui peuvent être vraiment très très différents. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si les collagènes fibrillaires ont une longue triple hélice et des domaines N et C terminaux qui vont la plupart du temps être excisés, les autres types de collagènes qui sont ici, qui comportent quand même 21 que j'appelle non conventionnels, ont souvent une toute petite triple hélice et des sortes de colliers de perles de domaines avec des fonctions différentes. Non seulement les fonctions sont différentes, mais s'ils sont clivés, ils peuvent encore acquérir d'autres fonctions. Donc vous comprendrez que c'est pas très facile d'étudier ces collagènes, mais on s'y attelle quand même. Et on the top of that, diraient les Anglais, il y a la biosynthèse qui est extrêmement compliquée. Donc déjà, il faut faire ces chaînes polypeptidiques qui sont très très longues, plus de 1000 acides aminés. Il faut que cet assemblage se fasse, et ça se fait par l'intermédiaire de protéines chaperones, l'HSP47 et BIP étant très importants, qui vont détecter la moindre non-conformité de cette triple hélice. Et puis, il va y avoir souvent de la maturation qui est due à des enzymes. Là aussi, si vous avez une mutation sur une enzyme qui doit maturer le collagène, on aura un défaut aussi, et un défaut qui va être aussi dans des tissus conjonctifs. Et puis, il y a toute la réticulation. Et cette réticulation, elle est aussi importante pour la stabilité, la dureté de cette matrice extracellulaire. Alors, j'ai illustré ça par une diapositive, une photo d'immunofluorescence où j'ai coloré le collagène type 1 avec un anticorps. Et vous voyez, la phalloïdine montre la cellule, la forme de la cellule. Et vous voyez ici que décompose des fibroblastes sur une boîte de Petri, qu'on ajoute de la vitamine C qui est un cofacteur très important. On va avoir, le fibroblaste va faire une quantité énorme de collagène de type 1. Et puis la deuxième étape sera de le sécréter. Et on obtient très bien en
en culture la formation de fibres que vous voyez ici illustrées par ces petits filaments. Et si on devait faire un agrandissement par microscopie électronique, vous verrez ces fibres striées qui sont connues à peu près de tout le monde, mais qui représentent que les collagènes fibrillaires. Donc une synthèse en 2 étapes, intracellulaire et puis la sécrétion. Et si une de ces étapes n'est pas faite correctement, on aura une pathologie, même si le collagène était parfaitement normal. Alors qu'est-ce que ça représente, ces collagénopathies? Est-ce que c'est quelque chose d'important ou pas trop? Eh bien, malheureusement, il y en a énormément. Déjà, on répertorie plus de 1600 mutations sur différents collagènes. Il y a 31 gènes qui sont affectés, ce qui représente 14 types de collagènes qui peuvent causer des pathologies. Ces pathologies sont à peu près au nombre d'une douzaine. Ça évolue très rapidement, malheureusement, et ça affecte une dizaine de tissus et d'organes. Et on va voir que ces tissus et ces organes, ils peuvent être peut-être dans des endroits où on ne serait pas imaginé. En particulier le collagène 18, qui est un collagène qui est exprimé dans les membranes basales et qui, lorsqu'il est muté, provoque le syndrome de Knobloch, qui est un défaut de détachement de rétine. Et c'est vrai qu'on avait un modèle souris et que les personnes n'ont pas été capables. D'abord, c'est pas très facile de voir si une souris ne voit pas, et n'ont pas été capables de voir ça parce qu'il faudrait pouvoir découper la souris en tout petits bouts pour arriver à chercher cet endroit-là, alors que ce collagène est dans à peu près toutes les membranes basales. Donc, vous voyez la difficulté. La majeure, c'est aussi que ces collagènes, souvent, par exemple, l'ostéogenèse imparfaite, qui est causée par des mutations sur le collagène de type 1, le collagène de type 1, il est dans beaucoup de tissus. Et pourtant, c'est là qu'on va avoir un défaut principal. Donc on voit qu'on peut affecter le cartilage, les vaisseaux, le rein, le muscle de façon assez importante, le syndrome Ehlers-Danlos que là j'ai mis en avant parce que j'ai travaillé dessus et puis je vais vous présenter quelques résultats. L'épidermolyse bulleuse qui est une maladie très grave où on a un détachement de l'épiderme, la cornée avec le collagène 8, là aussi il y a des interrogations. Le collagène 8, certes il est présent dans la cornée, mais le 5 c'est là où il est le plus abondant, le collagène 5 est le plus abondant dans la cornée, et pourtant, les mutations créent un syndrome Ehlers-Danlos qui affecte la peau et pas la cornée. Ça reste un mystère pour moi. Et puis, bien sûr, on ne va pas parler aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier toute la dérégulation de ces collagènes et qui peuvent influencer le cancer, l'inflammation, la fibrose, ça on le sait, mais aussi des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, où le collagène 25, qui est un collagène fait par les neurones, va être dérégulé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous montrer que quand je vous montre ça de façon globale, si on va dans le détail de chacun des gènes, par exemple le collagène 9, qui a 3 gènes, le collagène 10 et 11, qui sont tous dans le cartilage, on va avoir des tas de maladies, de pathologies avec des petites nuances ou des grosses nuances, mais là aussi, c'est très difficile de savoir pourquoi un des gènes va causer plutôt ça et une autre type de maladie, bien que ça affecte, bien sûr, globalement le cartilage. Qu'est-ce qu'on sait de façon globale? C'est des choses assez, je dirais, qui pourraient être attribuées à d'autres pathologies, sur l'impact de mutation sur la biosynthèse des collagènes. Soit c'est une perte de fonction, parce qu'on n'a pas d'assemblage, pas de triple hélice, pas de sécrétion. Et on va le voir, ça peut conduire à un stress du réticulum et donc à la possibilité d'autophagie et une exacerbation de l'autophagie, mais aussi l'apoptose. Un effet dominant négatif, c'est-à-dire que la protéine mutante, elle va être sécrétée malgré tout, elle n'est pas repérée comme une protéine anormale, et elle va bien sûr interférer avec la fonction de la protéine normale, et souvent c'est bien plus grave qu'une invalidation complète. Et beaucoup de cas aussi, on voit une haploinsuffisance, où là les ARN messagers ne sont pas stables, et on va avoir moins de protéines, et là aussi ça peut ou pas influencer le développement de l'organe ou du tissu. On est embêté aussi avec les collagénopathies parce qu'on a peu ou pas de relation génotype-phénotype. On sait des choses, on voit des choses, mais on a aussi beaucoup de choses qui contredisent ces lois-là. Par exemple, on sait que si une mutation de glycine en n'importe quel autre acide aminé, on va y arriver, en n'importe quel autre acide aminé, je vous ai dit, la glycine elle est au cœur, je change un acide aminé, il est un peu plus gros, je fais une distorsion de la triple hélice. J'ai une distorsion de la triple hélice, soit elle va être produite comme ça et elle va, par exemple, si c'est un collagène fibrillaire, interférer avec la formation des fibres et donner une instabilité du tissu. Soit on va avoir un défaut d'assemblage, mais ça peut être aussi qu'une enzyme ne va pas pouvoir faire son travail et du coup là aussi ça va être sécrété, mais la matrice va être mal assemblée. Et on peut avoir aussi des défauts de trimérisation où là la protéine peut être dégradée et dans ce cas-là ça correspond des fois à une invalidation fonctionnelle.
Mais malgré tout, tout ça, on le trouve dans différentes pathologies. Si on prend le collagène 1 ou le collagène 5, c'est des cas qui peuvent arriver, et pourtant on a une ostéogenèse imparfaite et un syndrome Ehlers-Danlos qui affecte la peau pour le collagène 5, plutôt l'os pour le collagène 1, alors que les deux sont dans les deux tissus. Donc, face à toutes ces questions et à toute cette complexité, on s'est posé les questions suivantes. Quels sont les principaux régulateurs de la biosynthèse des matrices extracellulaires? Lesquels sont vraiment importants? Comment les matrices extracellulaires s'assemblent pour former un réseau? Est-ce qu'elles ont besoin de toutes ces protéines ou pas? Est-ce que certaines peuvent manquer? Est-ce que le comportement des cellules va vraiment dépendre de l'intégrité de la matrice extracellulaire? Et ça, on sait que oui. Et comment une matrice extracellulaire devient incompatible dans certaines pathologies, ne donne pas les bons signaux à la cellule? Et enfin, pourquoi? C'est ce que je viens de dire, une mutation qui est d'un gène qui est exprimé un peu de partout dans les tissus va affecter qu'un seul tissu et un organe en particulier. Bien sûr, j'ai pas les réponses à tout ça, mais on va essayer de quand même voir comment on a pu avancer. Et pour moi, quand j'ai vu cette photo que j'ai empruntée à la Biennale de la danse de Lyon, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah mais ça c'est la matrice, quoi, c'est clair, c'était clair pour moi. C'est une vision un peu... Mais je me suis dit, voilà, ici on a une cellule qui est portée par ces danseurs qui sont obligés d'interagir avec eux, entre eux, pour porter ce danseur. Et le danseur, on le voit, est en pleine forme au-dessus. Donc c'est notre cellule qui reçoit les bons signaux et qui fait ce qu'il faut. On peut imaginer que si on enlève un des danseurs, si on le retire, s'il s'en va, bon, ça va peut-être un peu être compromis, mais finalement, ça va être suffisamment stable et la pathologie ne se verra peut-être pas. Par contre, si on enlève un des autres danseurs, on peut avoir l'échafaudage qui se défait complètement, et bien sûr, là, on va avoir un tissu qui va ne plus être fonctionnel. Et bien sûr que si on regarde tous ces bras, ces jambes, ces corps, on ne sait pas qui interagit avec qui. Et ben voilà, nous, on est dans cette position, on ne sait pas qui interagit avec qui. Et c'est pas en regardant des interactions deux par deux avec des études biochimiques qu'on va comprendre ce qui se passe dans le tissu. Parce que un danseur peut très bien interagir avec un autre à un moment donné et tout ça reste stable. Donc pour ça, je me suis dit, il faut quand même aller combiner toutes les molécules, toutes les méthodes que j'avais dans le laboratoire, profiter que je sois dans un laboratoire de génomique fonctionnelle pour faire aussi de la transcriptomique et avoir une vue globale des gènes qui sont modifiés, c'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et développer des modèles animaux qui nous permettent de mieux comprendre. Et bien sûr, il y a quelque chose qui nous est très précieux, c'est de pouvoir valider notre travail dans des modèles cellulaires, souvent généreusement fournis par les patients, et qui nous permettent quand même de voir si ce qu'on dit est valable. Alors, on va parler du syndrome Ehlers-Danlos classique, qui est vraiment un cas intéressant. C'est une pathologie rare qui fait partie d'un groupe hétérogène de pathologies, les syndromes Ehlers-Danlos. Le classique, il y a quelque chose d'assez étonnant. Donc, vous le savez certainement, c'est des défauts, surtout de la peau, qui est hyper étirable, fragile, avec des articulations hypermobiles, des cicatrisations atrophiques, fragilité vasculaire, mais aussi une hypotonie musculaire. Et il a été montré donc la première fois qu'on a décrit du moins qu'on a connu la cause de cette pathologie, ça a été décrit comme étant une mutation sur le collagène 5, c'était en 1996, et en 2012, une équipe qui a largement contribué à la compréhension de cette pathologie, l'équipe d'Anne de Pape, a montré qu'en fait, 90% des cas examinés dont on a examiné la mutation, sur plus de 90%, c'était une mutation sur le collagène 5. Donc soit 5A1, soit 5A2, ce qui sont les deux gènes principaux. Il y en a un troisième qui, pour l'instant, ne semble pas du tout impliqué. Et ça pose la question de se dire, c'est quand même bizarre, le collagène 5, comme je vous l'ai dit, il est super exprimé dans la cornée. Il n'y a rien, et je demande toujours aux médecins, vous voyez rien dans la cornée? J'aimerais bien quand même comprendre ce mystère, mais il n'y a jamais de défaut, en tous les cas, diagnostiqué par des médecins. Et il est présent à 1 ou 3% dans le derme, et pourtant c'est lui qui cause cette pathologie. Donc, pour vous montrer, donc, c'est des photos de patients où on voit une cicatrice atrophique ici, et vous voyez la possibilité d'étirer, donc ça c'est un cas... Il y a d'autres cas, si vous regardez sur Internet, de peau qui s'étire énormément. Bien sûr, ça pose des fragilités, mais il y a aussi des dislocations qui font que ces malades sont très invalidés à la fin de leur vie. Et si on regarde le derme, on s'est dit, ok, c'est la peau, on regarde le derme. Eh bien, ce qui a été montré, c'est que il y a des fibres qui... Oh là là, c'est tout décalé, je suis désolée. Ici, c'est les fibres
normale, hein, d'une peau saine. Vous voyez que la coupée transversalement, les circonférences sont régulières, c'est régulièrement espacé. Donc, je suis désolée parce que ça s'est tout décalé, mais si vous regardez cette fibre-là, vous voyez bien que le contour est complètement irrégulier et aussi qu'on a des fusions, comme on voit ici, des fusions de fibres entre elles, ou ici par exemple, où c'est dramatique. Donc il y a bien un problème de fibrillogénèse, de formation de fibres, c'est clair. Ça représente souvent que 5%, ça dépend des patients, que 5% du derme, mais c'est vrai qu'on se dit comment ça peut autant affecter la fonction de la peau s'il n'y a que 5% de fibres qui sont affectées, comment finalement ça ne suffit pas pour avoir une peau normale. Et si on regarde la fonction du collagène 5 qui était connue à peu près, tout est arrivé en 1996 à peu près, il y avait des gens qui travaillaient sur le collagène 5 et qui ont montré que ce collagène fibrillaire avait la particularité de retenir en N-terminal un domaine qui normalement est clivé, par exemple sur le collagène de type 1. Et on a montré aussi après que les fibres de 1 ne sont jamais faites que molécules de collagène 1. Elles incorporent soit du 5, soit du 3. Et dans la peau, elles incorporent beaucoup de 5, enfin le peu qu'il y a, mais elles l'incorporent. Et on a montré que ce qui va servir de régulateur, c'est cette petite partie qui va du coup émerger à la surface des fibres, ici, qui correspond en fait à ce domaine-là. Et donc, ça fait un encombrement stérique, et ça fait un encombrement stérique qui va éviter l'addition des fibres des molécules de collagène. Donc, par exemple, dans la cornée, où il y en a beaucoup, les fibres sont toutes petites. Mais ça n'expliquait pas, ok, ça aide à la fibrillogénèse, ça n'expliquait pas tout. Pourquoi on voit des fibres si irrégulières. L'autre raison est que aussi, il nuclée. Ça, on l'a trouvé récemment en collaboration, pas en collaboration, mais deux travaux différents, l'équipe de Wenstrap et la mienne, a montré qu'en fait, ce collagène 5, il était capable de nucléer les molécules de collagène 1 pour former des fibres. En son absence, ou quand il est moins là, eh bien, il y aura moins de fibres de collagène. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé, que vous pouvez voir sur la photo ici, c'est que quand même la densité de fibres est aussi moindre. Et on s'est dit, ok, on connaît beaucoup d'interactants moléculaires qui se lient à la triple hélice. Et tout ce qui est souligné en noir, très, très souligné en gras, c'est des travaux auxquels on a contribué, et la personne Paladin et al. A publié en fait l'ensemble de la littérature qui montrait, enfin, ils ont essayé de faire un hétéractome de la triple hélice. C'est très intéressant, mais très peu ont pu travailler sur le N-propeptide, cette partie qui reste, parce que quand on extrait le collagène, on le clive en utilisant la pepsine. Donc personne n'était allé regarder ce fragment-là qui sort de la fibre, qui émerge, qui est à la surface, qui est capable d'interagir, alors que l'autre partie sera enfouie dans le collagène de type 1. Est-ce qu'il interagit? Et pour cela, en collaboration avec l'équipe d'Anne de Pape, on a eu l'idée, on n'était pas très sûrs de nous, mais on a eu l'idée de dire, ok, on va faire du double hybride et on va essayer de trouver tous les partenaires de cette partie-là. Donc c'est ce qu'on a fait, en utilisant uniquement un clone qui clonait pour cette partie-là, l'entièreté de cette partie-là. Et on a trouvé des choses tout à fait intéressantes. J'en ai listé quelques-uns. On a trouvé que le collagène 1 interagissait avec le collagène 5, vous allez me dire, vous venez de le dire, mais c'était chouette de pouvoir montrer qu'effectivement, il y avait une interaction physique, on comprend mieux comment ces molécules sont incorporées dans les fibres. Une nouveauté, c'était le collagène 6, donc, qui est, je vous le rappelle, un collagène qui est impliqué dans les myopathies. Et puis d'autres régulateurs, PCPE, qui est un régulateur de la maturation de ce collagène, TGF-bêta, alors j'ai pas le temps de vous montrer, mais on a des données très intéressantes là-dessus, mais qui ne sont pas encore publiées. J'espère pouvoir les publier récemment, mais ça c'était quelque chose de super intéressant. Des régulateurs comme MMP, qui est une métalloprotéase qui peut cliver, etc., etc. Donc on avait tout un tas de nouveaux interactants qu'on ne connaissait pas, et on est allé regarder, puisque quand on fait du double hybride, on a les sites d'interaction. Donc on a fait un modèle qui reconstitue avec les sites d'interaction qu'on avait, que pourrait donner cet assemblage 1, 5, 6 dans les tissus. Et donc le modèle que vous avez, on l'a publié, donc qui montre que le 6 est capable d'interagir avec le 5, et donc on n'a pas des fibres isolées 1, 5, on a aussi 1, 5, 6, et certainement encore plus complexe. Alors est-ce que ça pouvait nous aider pour comprendre la pathologie? Notre idée, c'était aussi de se dire, eh ben, si j'enlève pas le 5, mais une autre protéine, mais que le 5 interagissait avec cette protéine,
Peut-être c'est ça la cause et c'est pas le collagène 5 et vice versa. Donc c'était de connaître les interactantes pour se dire peut-être que je dois chercher d'autres mutations aussi, les partenaires, inclure ces partenaires dans mon screening de mutations. Et on était assez intéressé de voir qu'il y avait des mutations sur le collagène 1 qui étaient responsables de cette classique, certes peu de cas, mais qu'également quelque chose d'intéressant avait été montré, c'est que pour la myopathie d'Ulrich, qui est une mutation sur le collagène 6, certains auteurs ont décrit un chevauchement entre les deux pathologies, entre EDS et myopathie, montrant bien que peut-être ces deux molécules interagissant dans certains tissus, dans certains cas de certaines mutations, on peut déstabiliser un autre tissu qui est le muscle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais EDS, on décrit pas tout le temps aussi, mais une hypotonie musculaire. Donc c'est peut-être quelque chose à rattacher avec ce symptôme qui n'est pas chez tous les patients. Et on peut pousser ça encore plus loin sur la base de données dans la littérature. C'est montré que ici, on sait par exemple que les fibres de collagène peuvent interagir via de la décorine, du collagène 12 qui est ici, de la ténacine X. Tout ça, ça a été reconstitué par des études biochimiques. Hein, donc, de savoir qui interagissait avec quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on montre que ça a certainement une valeur. Et puis la ténacine X avec le collagène 5, ça a une certaine valeur puisque, si on regarde bien, le collagène 12 vient d'être montré comme pouvant être, enfin des mutations sur le collagène 12 ont été montrées comme pouvant induire une myopathie. Et là aussi, on a un chevauchement myopathie EDS. Donc c'est particulièrement intéressant. Ténacine X, on le sait, elle a été inclue dans le syndrome Ehlers dans l'os classique, reclassée depuis 2017 par EDS classique-like. Et si on regarde notre échafaudage 1, 5, 6, eh bien le 6 cause des myopathies, le 5 est responsable de DS classique très large, mais le collagène 1 peut être aussi responsable. Donc juste par ce jeu de partenaires, on peut essayer d'aller voir est-ce que quand on ne trouve pas, on a un EDS, on ne trouve pas de mutation sur le collagène 5, est-ce qu'il n'est pas intéressant d'inclure dans la recherche de mutation les partenaires de ce collagène 5. Donc cette première partie, je vous ai montré ce qui pouvait arriver, donc si on avait une mutation, on va produire une matrice. On va produire une matrice là qui est normale, qui va pouvoir interagir avec ses partenaires. Si elle est anormale, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pas pouvoir faire des fibres. On a vu ces fibres, par exemple dans EDS ou même dans l'ostéogenèse imparfaite. Je ne vais pas y arriver, imparfaite, où on a une matrice qui est aussi déstructurée. Et aussi, ce qui peut se passer, c'est que cette matrice n'est plus capable d'interagir avec la cellule. Et donc là, on peut avoir des conséquences cellulaires. Et puis plus récemment, il a été montré une autre cause de ces pathologies qui est super intéressante. C'est que si ces protéines forment des agrégats, elles sont considérées comme anormales, elles vont être dégradées dans le protéasome. Et normalement, tout se passe bien. Elle ne va pas être sécrétée, donc il y aura peut-être des conséquences, mais en tous les cas, cette molécule anormale ne sera pas sécrétée. Sauf que pendant l'embryogenèse ou la réparation, il y a une quantité énorme de collagène qui est faite. Le collagène type 1, c'est des quantités énormes, et aussi des molécules qui sont énormes. Tout ça crée un stress pour la cellule, parce qu'il y a ces collagènes qui sont mal formés, qui vont s'accumuler dans le réticulum, parce que le temps que les chaperons voient que ça ne va pas, etc. Donc, cette accumulation va créer un stress. Et qu'est-ce qui se passe si on a un stress du réticulum endoplasmique? Eh bien, la première réponse de la cellule, c'est d'activer l'autophagie. On élimine tout ce qui ne va pas, les organelles qui ne vont pas. Problème, si ça s'emballe, parce qu'évidemment, à chaque fois, la cellule reproduit du collagène, on peut arriver à l'apoptose et donc à une mort cellulaire. Donc, je vais aller très brièvement là-dessus, mais je voulais juste vous montrer deux choses qui sont intéressantes. C'est que si on voit que la mutation induit ce ER stress, il y a des possibilités de traitement. C'est encore, je pense, à l'état d'étude, mais il y a deux papiers que je veux juste vous souligner. Un qui est pour plutôt le rein, qui sont des mutations sur COL4A1 et COL4A2, où l'auteur a montré que le 4-BPA est capable, c'est une drogue qui va stimuler, qui va agir comme un chaperon chimique, va activer, va faire sécréter ces molécules et donc éviter la mort cellulaire. Mais ce qu'il précise dans ce papier, c'est que ça dépend vraiment de la mutation, ça dépend de la pathologie. Et par exemple, dans ce cas-là, ça ne peut pas guérir l'atteinte rénale, mais ça a un effet sur les vaisseaux. Le deuxième cas est sur le collagène 10, qui induit une chondrodysplasie métaphysaire de type Schmidt.
et qui empêche la différenciation des chondrocytes en chondrocytes hypertrophiques et donc la minéralisation du cartilage. Là aussi, Raymond Butenfort a monté quelque chose de très sympa. Il utilise aussi une drogue qui va activer l'autophagie et en stimulant l'autophagie, il va permettre aussi à éviter non seulement éviter, mais aussi permettre la différenciation des chondrocytes en chondrocytes hypertrophiques. Donc là aussi, il précise bien dans son papier que ça dépend de la mutation. C'est vraiment cas par cas. Mais donc, il y a un espoir de pouvoir quand même utiliser ces deux médicaments qui sont déjà utilisés dans des pathologies. Donc, c'est ça qui est particulièrement intéressant. J'espère avoir le temps. J'ai pas trop l'heure. C'est bon? D'accord. Donc, je voulais vous présenter quelque chose qui me tient à cœur, c'est le poisson zèbre. Alors, ça n'a pas été facile de faire accepter que le poisson zèbre était un bon modèle pour les pathologies. Et moi-même, j'ai eu du mal à convaincre ceux qui reviewaient mes grants. Mais ça y est, finalement, je crois qu'on est sur le bon chemin et que les preuves s'accumulent et que vraiment le poisson zèbre est vraiment un modèle émergent pour les pathologies. Et notre équipe a contribué à montrer que pour les collagénopathies, c'était aussi quelque chose de bien. Pourquoi le poisson zèbre? Alors, au début, c'est un modèle de développement. Il se développe en 3 jours, il est transparent. En 3 jours, vous imaginez, vous avez une larve de 3 mm à peu près que vous pouvez regarder sur le microscope et vous voyez le cœur battre, vous voyez tout fonctionner. Hein, les hématies passer dans les vaisseaux, vous voyez tous les organes. En 48 heures, ce poisson a déjà fini sa morphogénèse. Donc, vous voyez l'intérêt de pouvoir moduler les gènes et regarder très rapidement ce qui se passe par rapport à la souris. Et aussi de faire ça en un coup d'œil, pratiquement. Au moins les défauts grossiers, les gros défauts. Il y a une ponte abondante, donc on n'a plus cette restriction de la souris, d'avoir 3 souris. Là, on a des centaines d'embryons. On n'est pas obligé de tuer la mère, donc du côté éthique, c'est aussi bien. On récolte juste les embryons. Il y a beaucoup d'outils génétiques et je vais y venir, mais il y a aussi des mutants qui ont été générés en 1996. Il y a eu une publication dans Development qui contenait tous les mutants qui avaient été répertoriés, défauts cardiaques, défauts musculaires, défauts cérébraux, etc. Donc tous ces mutants étaient accessibles et on pouvait les étudier. Donc ça, c'était une sacrée source importante pour nous les biologistes. Et quelque chose qui est très intéressant aussi de développer des modèles-là, c'est qu'il est petit, comme je vous l'ai dit. La larve tient dans un puits de 96, d'une plaque de 96. Et donc, on peut tester plein de drogues de façon très très facile avant de passer soit chez la souris si on le veut ou chez un autre animal selon les protocoles. Donc c'est un moyen de pré-screening extrêmement efficace. D'autant plus que des lignées ont été générées qui sont, mettons, cœur GFP, thymus GFP, etc. Donc on peut voir s'il y a une perte de fluorescence par exemple et donc dire ok, j'ai un défaut et après je vais regarder plus loin. Et quelque chose, je ne pourrais pas vous montrer parce que ce n'est pas encore publié, mais on a montré aussi en étudiant un autre collagène que le fait qu'il y ait une grande variabilité des fonds génétiques, contrairement à la souris, mais en parallèle avec l'humain, est un point très intéressant. Parce qu'on peut montrer, on l'a montré, qu'on peut avoir des phénomènes de pénétrance et de variabilité d'expression des gènes, tout comme on le voit énormément chez l'humain, et beaucoup pour les pathologies du tissu conjonctif. Donc ça, c'est aussi un point fort. Quels outils nous avions? Nous avions les morpholino tout départ, et c'est avec ça que j'ai fait un screening, c'est très facile d'utilisation. Morpholino, c'est une stratégie anti-sens. On injecte un oligonucléotide qui va s'hybrider sur l'ARN et empêcher sa traduction. Problème, ça ne dure qu'un temps. On injecte, donc morpholino, c'est un oligonucléotide qui a été stabilisé avec un groupement morpholine, et donc il va être stable, mais pas à l'infini, parce qu'il va se diluer aussi. Donc on injecte, comme vous le voyez, à une cellule, là, donc là vous avez la cellule, et puis le poisson va se développer, et la protéine ne sera pas là, on regarde les conséquences. Il y a 2 façons de bloquer, soit on bloque le site ATG, soit on bloque la limite exon-intron, et on peut faire aussi de faire sauter juste un intron. Enfin, c'est assez puissant. Sauf que ça a été critiqué en disant que ça pouvait entraîner beaucoup d'artefacts. Et maintenant, on bénéficie d'une chose qu'on n'avait pas, c'est de pouvoir générer des poissons knock-out. On n'avait pas, comme chez la souris, des cellules souches où on pouvait faire ça. Donc maintenant, la technologie CRISPR-Cas9 nous permet, nous a ouvert des champs d'investigation immenses. Et voilà, nous, on s'est tout de suite investi, bien sûr, là-dessus.
Alors, pour travailler sur le poisson, il fallait quand même regarder. Alors, on a fait le matrisome du poisson zèbre qui est accessible sur les 2 sites qui sont montrés ici à gauche de la diapositive avec Alexandra Naba. Donc maintenant, c'est tous les gènes qui sont matriciels et si vous voulez les consulter, vous pouvez. Mais là, je vous montre juste les diagrammes qu'on a fait juste sur les collagènes et vous voyez déjà quelque chose. À mince, 59 gènes chez le poisson zèbre que 44 chez l'humain. Ça va pas être simple. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une duplication supplémentaire du génome dans l'évolution, juste sur les téléos, qui sont ces poissons zèbres. Et du coup, 30% des gènes sont dupliqués. Des fois pas fonctionnels, mais des fois fonctionnels. Et donc, pour 16 collagènes, j'ai des duplications. Mais parfois, c'est pas mal. Parce que quand on a une duplication, souvent dans l'évolution, soit les fonctions étaient partagées et elles se sont après, c'est plus qu'une seule fonction dans la souris ou dans l'humain, soit un des gènes n'a pas du tout la même fonction. Et ça permet d'étudier ça plus finement que chez la souris. Et vous pouvez voir que tous les collagènes sont présents. Et j'ai listé toutes les pathologies qu'éventuellement on pourrait adresser. Il n'y en a qu'un qui n'est pas là, c'est le collagène de type 3 et qui est remplacé par une chaîne alpha 1 supplémentaire. Donc celui-là, on ne pourra pas l'étudier. Mais le reste, ils sont tous présents. Alors au tout début, il n'y avait que quelques mutants qui ont été générés donc, par de la mutagénèse aléatoire en utilisant une drogue, les NU. Et il y en avait un quand même qui était là, c'est le chihuahua que je pense peut-être vous connaissez sûrement, puisque c'est le modèle poisson, le premier modèle poisson pour les collagènes et surtout qui est un bon modèle pour l'ostéogenèse imparfaite. Et récemment, il y a un papier de Antonella Forlino, qui est une Italienne qui travaille sur le poisson zèbre et sur l'ostéogenèse imparfaite, qui a décrit ce modèle, mais qui aussi montre qu'en utilisant la drogue dont je vous ai parlé, qui est un chaperon chimique 4-PBA, on était capable de restaurer les défauts. Donc quelque chose de particulièrement intéressant. Nous avons beaucoup utilisé les morpholinos, vous voyez quelques-uns des collagènes qu'on a adressés, qu'on a publiés, et puis plus récemment on a travaillé sur le collagène 6 avec une équipe à Paris, et on a généré nos propres poissons CRISPR sur des collagènes pour lesquels on ne connaît pas encore de mutation, mais qui à mon avis sont des gènes candidats vu les défauts qu'ils entraînent. On a commencé par... il fallait convaincre. Donc on a commencé par un collagène qui était super bien décrit. Donc c'était le gène collagène 11, pour lequel il y avait une pathologie qui était bien décrite, mais aussi il y avait un modèle souris, qui sont les chaux, et qui était bien décrit. Et simplement pour vous montrer que on a commencé par ça, donc c'est des morpholinos, donc on peut aller que jusqu'à 5 jours à peu près. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que la première chose qu'on a vue, c'est des défauts. Là, vous avez une coupe transversale de la tête du poisson avec tous ces éléments ici cartilagineux qui font les arches, mais aussi la bouche, etc., le crâne. Et vous voyez ici, après morpholino, vous voyez que déjà il en manque et la plupart du temps, ils n'ont pas la bonne forme. Et quand on est allé regarder en microscopie électronique, on a vu qu'il y avait un défaut, mais vraiment majeur, c'est que les chondrocytes ne sont plus capables de former ces colonnes qui forment et que ce n'est pas qu'un retard de développement, c'est vraiment, on n'a pas cette organisation en colonne qui est super importante pour la fonction du cartilage. Et si on va encore à un autre niveau de détail, on voit quelque chose de super intéressant aussi, c'est que la matrice extracellulaire dont je vous ai décrite avec des collagènes de fibres de collagène très très fines, beaucoup de protéoglycanes qui ici sont représentés par des taches noires. Si on regarde ici, on voit que les fibres sont beaucoup plus larges et on a du mal à voir ces protéoglycanes. Et ça, c'est intéressant puisque la fonction du collagène 11 est similaire à celle du 5, c'est-à-dire qu'en son absence, c'est des données biochimiques et cellulaires, en son absence, il régule négativement le diamètre des fibres et en son absence, on a des fibres plus grandes. Et là, on le prouvait donc in vivo que c'était effectivement le cas. Donc, on avait quelque chose qui pouvait convaincre et on a continué sur notre lancée. Et c'est le dernier exemple que je vais vous donner avec une équipe qui travaille sur la transgénèse du poisson, qui n'était pas du tout intéressée par les myopathies, mais il se trouve qu'ils ont généré un poisson qui reproduisait une mutation qui est fréquente chez les patients atteints de la myopathie de Bethlem, qui correspond à un saut d'exon dans le cadre de lecture et qui provoque bien sûr une chaîne polypeptidique qui va être plus courte.
comme vous le savez, il faut 3 chaînes pour faire un collagène. Donc là, il faut alpha 1, alpha 2, alpha 3. S'il y en a un qui est, sa triple hélice est plus courte, il va y avoir quelque chose de bancal. Est-ce que ce collagène va être sécrété? S'il est sécrété, comment il va interagir, etc. C'était un bon exemple pour aller adresser toute cette question. Donc on a dit qu'on était intéressés, puisqu'ils nous ont contactés, et on a fait une partie du travail qu'on continue d'ailleurs, pour voir si ce poisson récapitulait bien la pathologie qu'on connaît bien, qui est la pathologie de Bethléem, la myopathie de Bethléem, pardon. Et déjà, en regardant en microscopie électronique, en histologie, on voit des défauts qui sont connus qui sont connus sur le patient. C'est un réticulum sarcoplasmique très dilaté, mais qui est vraiment très dilaté ici. On voit un autre défaut qui n'a pas été décrit, c'est pas d'alignement entre les sarcomères. Et quelque chose qui a été décrit chez la souris et chez l'humain, c'est des mitochondries qui sont extrêmement abîmées. Donc on avait bien les défauts morphologiques. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on avait bien une progression qui est connue aussi chez les patients, c'est-à-dire qu'au départ, la pathologie ne se voit pas trop, mais au plus les patients vieillissent, au plus cette pathologie devient particulièrement handicapante et grave. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a chez le poisson, si on attend un peu, et là maintenant on peut le faire puisqu'on a des poissons stables. Voilà, on a ici, c'est une invasion par les fibroblastes, aussi le tissu inflammatoire et une fibrose. Donc on a vraiment les critères qui sont aussi décrits chez le patient. On a voulu aller un petit peu plus loin et voir si ces patients qui montrent des mitochondries qui sont endommagées avaient montré des signes d'hypoxie. Alors chez le poisson, les signes d'hypoxie sont relativement simples à voir. On filme le poisson latéral, donc on a l'aquarium qui est comme ça, on le filme comme ça, et on analyse son chemin. Donc il y a une caméra qui analyse ça, puis un logiciel qui nous analyse tout le chemin qu'il a fait pendant la durée d'observation. Vous voyez ici, donc c'est le chemin qui est retracé, qu'un poisson normal, il va explorer tout le volume sans problème. Ici, on a le poisson... Oh, j'y arriverai pas. Le poisson hétérozygote qui, lui, nage dans la première partie, la partie supérieure de l'aquarium. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus d'oxygène. Donc, il s'est adapté. Vous voyez qu'au début, il cherche, mais finalement, il a trouvé un confort qui va être de rester dans cette zone où il y aura plus d'oxygène. Et donc, il va arriver à compenser comme ça. Par contre... le poisson homozygote, qui lui montre des défauts beaucoup plus importants, donc qui a plus du tout, qui est muté sur les 2 allèles, eh bien lui, il panique complètement. C'est-à-dire qu'il cherche au début, vous voyez, c'est un peu plus foncé, il cherche au début à trouver la même solution que l'hétérozygote, c'est-à-dire de venir se mettre dans cette zone-là. Et même, vous voyez qu'il sort, vous voyez qu'il sort de l'eau pour aller chercher directement de l'oxygène. Ça aussi, c'est souvent une étape de stress chez le poisson, c'est-à-dire de sortir de l'eau pour essayer de trouver s'il y a plus d'oxygène. Parfois même, là, ils peuvent pas, mais ils sautent carrément, ils se suicident pratiquement. Ils sautent en pensant pouvoir trouver plus d'oxygène. Et là, il a un comportement caractéristique d'un poisson qui panique, c'est-à-dire qu'il va dans tous les sens et il n'arrive pas à trouver de l'oxygène. Alors bien sûr, tout ça a été mesuré. C'est pas un problème de vitesse, ils vont aussi vite, voire plus vite, parce qu'en fait ils paniquent. Donc c'est carrément, on voit qu'ils sont en état de stress. Et on a mesuré la respiration ici. On a mesuré la respiration en comptant. Vous savez, les opercules s'ouvrent comme ça, donc on enregistre et on compte le nombre de fois que les opercules s'ouvrent, ce qui veut dire qu'ils cherchent de l'air. Et bien sûr, on voit que sur l'homozygote, on a quelque chose d'absolument significatif. Donc on a bien un poisson qui a un problème sur le collagène 6. On ne sait pas pourquoi le problème est intracellulaire. Ça reste un mystère. Pourquoi ça atteint les mitochondries? C'est peut-être une des propositions faites, c'est que ça touche l'autophagie et c'est peut-être ça qui se passe, mais on ne sait pas dans quel sens ça se passe. En tous les cas, on a bien là reproduit ce qu'on avait sur la pathologie et on se dit on peut certainement aller plus loin. Et c'est ce qu'on est en train de faire et que je ne peux pas vous dévoiler aujourd'hui, mais je voulais juste, si j'arrive à le lancer, vous montrer. Donc ça, c'est un film... d'un aquarium hyper ralenti. On est d'accord, autrement ça bouge, vous verrez rien. Donc on a ralenti, je pense, au moins de 10 fois. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, c'est des poissons homozygotes. On voit tout le temps l'opercule ouvert. Vous voyez cette tache rouge qu'on voit ici tout le temps. C'est qu'ils n'arrêtent pas d'essayer de chercher de l'oxygène, de respirer plus. Et autre chose qu'on voit, c'est qu'avec le vieillissement, les poissons ont 9 mois là.
eh bien, on a une déformation aussi de la tête du poisson, en particulier de la bouche. Et on se demande si, en fait, les muscles de la face ne sont pas aussi atteints. Mais ça n'a pas du tout été décrit chez le patient que j'ai recherché. Donc, c'est quelque chose qu'on veut investiguer plus en détail. En tous les cas, maintenant, on a un poisson sur lequel on a montré qu'il y avait exactement les mêmes défauts et donc qui est prêt pour être testé pour des drogues. Donc, si vous voulez le tester, si vous travaillez là-dessus ou si vous connaissez des gens qui ont envie, je serais ravie de tester des molécules et de voir si on a une amélioration du phénotype. Voilà, avec ça, j'en termine en vous remerciant bien sûr vous pour votre patience et votre écoute. Mon équipe, en particulier Sandrine Breteau qui a travaillé sur le collagène 6, qui fait beaucoup de poissons zèbres dans l'équipe, et aussi Marilyn Balbouir qui a travaillé sur un autre collagène que je ne vous ai pas montré aujourd'hui, Elisabeth qui nous fait toute la partie biochimie, et tous nos post-doc et doc qui travaillent avec beaucoup d'entrain, ceux qui sont déjà partis mais qui ont aussi contribué à ce travail, en particulier Christelle Bonobido sur l'EDS, notre plateforme Poisson, tous nos collaborateurs, nos financements qui nous sont bien sûr très précieux. Et voilà, je suis prête à prendre vos questions si vous en avez. Oui, peut-être un peu. Oui, oui, bien sûr. C'est des interactomes qui sont extrêmement importants. Et puis le poisson zèbre qui est vraiment un modèle intéressant aussi. Nous, notre problème aussi, c'est qu'on trouve parfois plusieurs mutations. Il y a parfois des mutations de collagène pour, par exemple, l'ostéogenèse imparfaite. Et on peut aussi trouver d'autres mutations de protéines qui servent aussi au compactage. Est-ce qu'on peut utiliser ce modèle-là pour explorer l'importance des mutations? Parce que là, ce que tu nous as montré, c'est qu'il fallait absolument intégrer ces différents paramètres-là. Et on manque de modèles. En réalité, on ne peut pas utiliser la souris pour explorer ça. Non. Est-ce que le poisson zèbre, ça pourrait être quelque chose? Oui, le poisson zèbre est certainement un bon modèle. Déjà, par exemple, sur l'ostéogenèse imparfaite, il y a maintenant le groupe de Anne de Pape il y a une partie, Paul Cook, qui vraiment s'intéresse à ça et qui a utilisé Chihuahua et qui a aussi récupéré des poissons qui ont été générés dans des gros centres de ressources. L'intérêt la partie biochimique, je dirais, in vivo presque, d'aller regarder, ça serait de prendre un poisson qui est muté sur un collagène et puis d'aller faire un transcriptome, par exemple, et de regarder qui est modifié. Ça, c'est ce qu'on fait. On regarde, par exemple, sur un autre collagène qui est à la jonction myotendineuse et dont on a montré que le muscle se détachait. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mutation. Celle qu'on nous a donnée, on n'était pas sûr que ce soit la cause de la pathologie. Sur ce collagène-là, on est en train de faire un transcriptome et on va regarder ce qui bouge. Parce que souvent, quand un est absent, vu que les autres sont déplacés dans leurs interactions, soit ils sont up-régulés pour compenser, soit ils sont down-régulés. Donc là, c'est un moyen d'aller voir qui bouge et est-ce que ces protéines-là sont intéressantes. Il y a autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des interactions synergétiques. C'est-à-dire, je vais expliquer, ça ira mieux. On prend des morpholinos, donc contre le candidat dont on sait ou qui a été publié, il y avait possiblement une interaction. On les injecte à des doses sous-phénotypiques, ensemble, et chaque dose ne provoque pas le défaut, mais si on injecte les deux, on regarde si on provoque le défaut. Si on provoque le défaut, il y a de grandes chances que les deux protéines interagissent. Et ça, on l'a montré aussi récemment sur ce collagène 22. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ce qu'il y a, c'est que c'est la rapidité. Une fois qu'on a... Alors, les mutants, c'est un peu plus long parce que la maturité sexuelle du poisson est beaucoup plus longue que celle de la souris. Donc, de générer un mutant, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais après, par contre, on récupère ce temps parce qu'en 3 jours, on a toutes les indications. Et pour aller regarder si une molécule interagit ou pas, ou n'interagit pas, c'est en 3 jours. On va le voir tout de suite, le défaut. Donc des poissons mutés pour le collagène peuvent avoir aussi des injections de morpholinos qui peuvent aussi... tout à fait. Donc, ça c'est super intéressant. C'est ce qu'on va démarrer. Exactement. Par exemple, prendre des hétérozygotes et puis essayer de provoquer le défaut en injectant une autre protéine qui interagit. En tous les cas, on ne peut pas dire qu'elles interagissent physiquement, mais on peut dire qu'elles sont dans le complexe protéique qui est important pour cette fonction. Super, les nouveaux modèles. Moi, j'aimerais juste poser une question très générale.
maintenant que vous avez CRISPR-Cas, est-ce qu'on pourrait imaginer que ces modèles-là soient, on puisse faire une étude fonctionnelle lorsqu'on trouve une mutation chez un patient? Et quel est le délai, combien de temps il faut pour parer un poisson Alors là, ce que vous avez vu sur le collagène 6, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont pris la mutation la plus fréquente sur Bethlehem, et eux, ils sont très très forts en biologie moléculaire parce qu'ils ont utilisé Talen, et ça, Talen, moi je le ferai pas dans mon labo, ça demande beaucoup de bacs et beaucoup d'investissement. CRISPR, c'est beaucoup plus facile. Le seul point, ce que vous dites, c'est faire un knock-in. Et là, ça démarre sur le poisson. Mais vu la vitesse où ça va, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et là, c'est vrai que c'est très puissant. Ça va prendre 8 mois, à peu près, pour avoir les premiers poissons. Premiers poissons adultes et pouvoir travailler dessus. Donc, c'est beaucoup par rapport à la souris. Mais après, c'est hyper puissant. Parce que quand même, le fait qu'on puisse avoir les poissons et les mettre dans des plaques de 96 puits... Voilà. Et comme tous les labos vont en générer et que voilà, ça va s'amplifier, je pense qu'après, on va s'échanger les outils. On ne va pas tous faire la même chose. C'est déjà un petit peu ce qu'on fait. Donc, il y aura un vrai potentiel. Un diagnostic fonctionnel ensuite, parce que c'est vrai que... Si on veut le faire rapide, il faut faire des morpholino en première intention. Et... Du coup, le morpholino ne donne pas une mutation bien précise, c'est juste une évaluation. On peut quand même faire sauter un exon. Voilà, ça oui. Mutation, non, ponctuelle, non, c'est vrai.